Hola Avengers, ¿qué tal estáis? Yo estoy súper contenta porque el otro día tuve la oportunidad de conocer al ilustrador francés Benjamin Lacombe y al escritor Sébastien Pérez. Tuvimos la inmensa suerte de poderles realizar una entrevista donde nos hablaron de su último libro, La mejor mamá del mundo. Es este que os enseño por aquí y la verdad es que es una monada de libro con unas ilustraciones súper tiernas y preciosas que está dedicado para los más pequeños de la casa. Además de la entrevista, los autores nos echaron una firmita por aquí en el libro y además Benjamin nos hizo un dibujo personalizado súper bonito. Además de hablar de su último libro, también nos estuvo contando algunas curiosidades sobre su anterior, Espíritus y criaturas de Japón. Bueno, no os voy a contar más, que al final os cuento toda la entrevista. Así que nada, espero que la disfrutéis y os guste mucho. Para más novedades, noticias y un millón de cosas más, no os olvidéis entrar en nuestra página web www.tinapmedia.es. ¡Hasta pronto! Team Up, tu canal de cómics, cine y mucho más. Bonjour Tina Media. Sébastien? Oui. Non. Ce projet, il signifie beaucoup de choses pour moi parce que je viens d'une famille où la mère est très forte. C'est même une famille presque matriarcale. J'ai des sœurs qui ont même des enfants et du coup j'ai vu à quel point il y avait des injonctions qui étaient faites autour de la maternité. D'abord, pour les femmes, quand elles ne voulaient pas avoir d'enfants, qui avaient 40 ans, on leur dit « mais pourquoi tu n'as pas d'enfants, mais qu'est-ce qui se passe ?» etc. Ensuite, quand les enfants sont là, combien de fois on dit « ah mais tu devrais faire comme ci, mais tu ne devrais pas faire comme ça ?» Quand parfois c'est une mère célibataire, « ah mais il va lui manquer son père ». Quand c'est parfois un père célibataire ou deux pères, on va leur dire « ah non mais c'est pas normal, c'est pas naturel ». Et je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est que tout ça ?» C'est très dogmatique. Et en fait, quand on commence à regarder la nature, on se rend compte qu'il y a mille et une façons. Il y a parfois deux papas, parfois il y a des hippocampes qui portent les enfants, c'est les mâles, parfois c'est des mères célibataires, en majorité même. Parfois il y a aussi des mamans qui ne veulent pas être maman, comme la maman coucou qui va laisser ses enfants dans un autre nid. Et il y a des mamans qui sont des mères adoptives et c'était ça le point de départ en fait du livre, c'est de montrer la diversité, la variété et le fait qu'en fait il n'y a pas qu'une seule façon d'être maman ou papa, mais qu'il y a une seule chose qui importe, c'est le lien maternel, l'amour. Exactement. Alors, nos mères sont très différentes. Alors moi j'ai une mère très protectrice et très couvante, qui me protégeait de tout quand j'étais petit. Et c'est là que le projet m'a aussi, et le livre m'a aussi intéressé, c'était que c'est vrai que jusqu'à un certain âge, on critique un peu sa mère à chaque fois en disant elle m'a trop protégée, donc à cause de ça, on peut avoir des peurs, on est peut-être un peu plus renfermé sur soi, voilà. Et en fait, le fait de travailler sur le livre et de me rendre compte qu'il y avait plein de façons d'élever, de façon différente d'élever un enfant, au final, ce dont j'avais besoin à l'époque, c'est-à-dire d'amour, d'être entouré, je l'avais. Donc pour moi, le livre, ça aussi était un moyen de me réconcilier avec ma mère et la façon dont elle m'a élevé, qui n'était peut-être pas parfaite, mais elle a fait de son mieux. Et finalement, si maintenant, avec du recul, on me demandait si je voulais avoir une autre mère, je dirais non, je garde la mienne. Pour moi, c'est vrai que je n'ai pas tout à fait remis en question la façon dont ma mère m'a élevé, parce que pareil, elle était très présente. En grandissant, j'ai vu des choses qui avaient été bien faites, d'autres mal faites, et on se rend compte, c'était un petit peu aussi le but du livre, qu'il y aura des erreurs qui seront faites, parce que c'est impossible. La meilleure maman du monde, elle n'existe pas. C'est, en fait, on a la mère qu'on a, ce qui compte, c'est l'amour qu'elle nous porte. C'est l'amour, ou le papa, c'est ça. En fait, ma mère est psychologue, et elle est psychologue clinicienne spécialisée dans la protection à l'enfance. Et ce qui est sûr, et ce qu'elle m'a toujours dit, c'est qu'un enfant, il peut naître dans une famille monoparentale, dans une famille homosexuelle, dans une famille… Peu importe, en fait, il se développera bien si il ressent l'affection et l'amour.
il peut naître dans la famille la plus privilégiée, dans la meilleure partie du monde, avec les 2 parents, beaucoup d'argent, tout ce qu'il faut. Mais s'il ne se sent pas aimé, l'enfant, si il n'y a pas ce lien, eh ben, ça va donner un adulte avec des manques, avec des difficultés en fait, à s'accorder à la société. Et c'est ça en fait le message de ce livre, c'est qu'on a tous quelqu'un qui nous élève, elle va faire de son mieux, elle va faire des erreurs, mais si elle nous aime, en fait, on va grandir avec ça et ce sera la meilleure maman du monde, parce que ce sera la nôtre. C'est difficile à dire parce que moi je les aime tous parce qu'ils sont vraiment tous différents. À chaque fois, avec Benjamin, c'est toujours un peu des challenges, que ce soit sur Frida. Parler d'une icône comme Frida Kahlo, c'était très compliqué à mettre en place et d'autres projets, la famille Appenzell aussi, ça a été très compliqué à construire. À chaque fois, travailler avec Benjamin, c'est un petit peu un challenge. Parce que c'est quelque chose de différent qui va faire que je vais devoir aller plus loin, me poser beaucoup de questions, faire beaucoup de recherches, parce que finalement, même dans la meilleure maman du monde, il y a énormément de recherches pour comprendre le fonctionnement des maternités animales, ce qui est très varié. Donc en fait, grâce à ça, moi j'apprends aussi beaucoup de choses. Alors j'essaye de restituer pour que les personnes qui lisent le livre apprennent beaucoup de choses, mais moi-même j'en apprends beaucoup. Pour le coup, je vais faire une réponse de maman. C'est un peu comme les mamans. Elle vous dira jamais quel est son bébé préféré parce qu'elle les aime différemment. Et bien c'est pareil. C'est-à-dire que moi, j'aime les livres d'une manière différente. C'est-à-dire que je les aime tous différemment et ça évolue avec le temps. Voilà, c'est une réponse d'une maman avec ses livres. Pour moi, celui qui a été très très compliqué à écrire à l'époque, c'était Frida. Et d'ailleurs, c'est le seul où Benjamin a été obligé de faire un chemin de fer bien détaillé des illustrations qu'il voulait faire avant que je puisse écrire le texte. Parce que sur tous les autres, normalement, le texte arrive en premier. C'est le seul où j'arrivais pas à me projeter, à savoir ce qu'il voulait faire, et j'étais perdu. Alors moi, un des livres les plus difficiles, c'est un livre qui arrive bientôt, qui n'est pas encore sorti en Espagne, qui s'appelle Cecilia Malaga, c'est ce livre-là. Ça a été un livre très difficile à mettre en place. Il a mis plus de 10 ans, en fait, à se mettre en place, à être illustré. Je l'ai écrit aussi. Et c'était très compliqué d'arriver, parce que c'est un livre où le texte et l'image sont très liés et racontent l'histoire chacun à leur manière. Et l'un sans l'autre ne peut pas exister. C'est vraiment un livre-objet où l'objet, la fabrication aussi, elle participe. Il y a des systèmes de calque comme ça qui voilent la vue. C'est un livre très sensoriel. Donc ça a été un livre très compliqué et long à mettre en place. Ma technique préférée, j'ai une technique de prédilection. Ça va être cette technique que j'utilise ici, là, dans Esprit et Créature Japon. C'est de la gouache et de l'huile sur papier. Donc c'est un système de couches successives, très fines, qu'il faut monter en fait. Et à la fin, j'utilise de l'huile pour les derniers effets. C'est ma technique de prédilection. Là, c'est au niveau du dessin dont elle parle. Parce qu'il y a une façon d'écrire aussi qui change. Il n'écrit pas du tout de la même façon pour ce livre-là, par exemple, et pour... Il faut que tu mettes plus haut pour qu'on voit. Et un livre comme La famille Appenzell, qui est complètement différent, tu pourras l'expliquer. Moi, j'essaye d'adapter un petit peu. Par exemple, dans ce livre-là, Esprit et Créature du Japon, il va y avoir des gouaches et des huiles. Il va y avoir aussi tout un travail avec les calques, qui permet de travailler autour de la transparence. Et il va y avoir aussi des techniques, comme ici, où c'est de l'aquarelle sur papier, avec des couleurs limitées, pour rappeler un petit peu les estampes. Donc, en fonction en fait du livre, il va y avoir quand même des adaptations, ça ne va pas être tout à fait pareil à chaque fois. Et pour le texte, c'est de la même façon, le style d'écriture s'adapte à l'histoire. Donc quand on a Frida, je vais utiliser un style roman journal intime. Pour les mamans, c'était plus des textes courts, plus un peu poétiques, chantants, etc. Pour notre série Gatlock, c'est des petits romans. Illustrés, donc là c'est plus un style roman jeunesse, première lecture autonome pour les enfants. Et La famille Appenzell, qui n'a pas été simple, c'était aussi réussir avec des phrases très courtes
réussir à faire comprendre toute une histoire avec juste une photo, juste une phrase. Donc tout s'adapte en fonction de l'univers, de la façon de l'objectif qu'on veut atteindre. L'année où j'ai travaillé le plus, où j'ai sorti le plus de livres, c'est en 2020. Et c'est à cause du Covid. Parce que j'étais coincé à la maison et que d'une certaine façon, c'était m'exprimer par mon art. C'était une manière pour moi d'arriver à me focaliser sur le travail et à exprimer toutes les inquiétudes, les questionnements que j'avais. Ces travaux qui parlent autour de la nature, c'est aussi le moment avec le Covid où la nature a un peu repris ses droits, c'est-à-dire où on a vu des animaux réinvestir la ville, où on a vu, et ça pose beaucoup de questions, ça remet en question beaucoup de choses. Donc ça a influé d'une manière positive, c'est-à-dire plus on travaille, plus des idées vont venir, moi j'ai jamais été dans un moment aussi créatif qu'en ce moment. C'est-à-dire que, et je dirais que la pire année en fait, au niveau du travail, ça a été pas forcément une année où il y avait beaucoup de livres. C'était une année où j'ai perdu des gens que j'aime et ça a influé sur mon travail parce que voilà, j'étais tellement triste que ça a influé dessus. Mais voilà, le fait d'avoir une grande production, c'est plutôt synonyme, au contraire, d'un moment en fait très créatif, plutôt que parce que je produis jamais un livre que j'ai pas envie de faire. Ce sont que des envies à l'origine. Alors moi, c'est un peu différent parce qu'en fait, les textes arrivant avant les dessins, il y a toujours un décalage. C'est-à-dire une année où je vais travailler beaucoup, les livres ne vont pas sortir l'année-là, mais l'année suivante. Donc il y a toujours, malgré tout, un petit décalage. Et effectivement, moi, il y a 2 ans, j'ai eu un passage, comme beaucoup de gens, j'imagine, avec le Covid, l'apparition du Covid, beaucoup d'inquiétude vis-à-vis de la situation, donc difficulté de concentration, et je n'ai pas forcément bien produit. Et une fois que j'ai réussi à m'y remettre, les choses se sont cumulées, et au final, tout le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant va aussi payer l'année prochaine, où l'année prochaine, j'ai 7 livres qui sortent en France. Et j'ai jamais fait autant. Mais bon, effectivement, comme Benjamin, au bout d'un moment, comme il n'y a rien à faire d'autre, on travaille. donc, de nouveaux livres sortent. C'est super quand il y a d'autres personnes qui se mettent effectivement à faire des vitraux, des sculptures. Les sculptures, j'en fais moi-même aussi en collaboration avec un artiste qui s'appelle Julien Martinez. On les fait ensemble. C'est formidable de voir son travail aussi qui est représenté sur différents types et différents matériaux. Ça, c'est vraiment quelque chose de chouette. Voilà, c'est chouette. Quel livre tu souhaites écrire dans le futur? Que moi, j'aimerais écrire. Comme ça, là, je sais pas. Il y en a qu'on a en projet. Il y en a qu'on a en projet. En ce moment, on a trouvé un projet qui nous excite beaucoup, mais qui sortira en 2024, je crois. On a un autre projet en cours qui sera peut-être pour 2023 de création. On crée ensemble. On a envie de réécrire aussi ensemble. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Moi, j'ai réécrit un livre tout seul cette année. Ça m'a donné à nouveau envie de réécrire. Et il y a plein de livres que j'ai envie de faire, mais je vais les faire. Alors, ça dépend de la période. Parce qu'au XIXe siècle, la France, c'était vraiment une terre de grands illustrateurs. Je pense à Gustave Doré, qui est sans doute le plus grand illustrateur de tous les temps, Daumier, etc. Enfin, la France, ça a été une terre d'illustration et ça l'est toujours. D'ailleurs, dans le monde, la France, c'est un des pays où se produit le plus de livres illustrés, de livres pour la jeunesse. Dans l'édition en France, le secteur de l'édition qui s'exporte le plus, c'est l'illustration, ce n'est pas la bande dessinée, c'est l'illustration jeunesse en particulier, et de loin, et de loin. Maintenant, il est vrai que pour la presse et que pour une certaine catégorie, d'abord il y a la littérature non illustrée. Moi j'appelle ça la littérature vieillesse, puisqu'on appelle la littérature jeunesse, du coup je l'appelle la littérature vieillesse, qui est considérée comme au Panthéon, la chose la plus importante. Et ensuite, maintenant, il y a la bande dessinée, en particulier les graphic novels. On a l'impression que les journalistes, depuis 15-20 ans, ont découvert les graphic novels et que les bandes dessinées pouvaient avoir un intérêt. Peut-être un jour, ils découvriront aussi que l'illustration a de l'intérêt
Pour l'instant, ce n'est pas le cas en France, mais on a un proverbe en français qui dit « Nul n'est prophète en son pays ». Je crois que ça s'applique bien pour le domaine de l'illustration. Déjà se lancer, et ce qui est important, c'est d'avoir un lecteur de confiance, un premier lecteur. C'est-à-dire que c'est la première personne à qui on présente ce qu'on a fait pour avoir son avis. Et il faut que ce soit quand même une personne qui donne un bon avis. Moi, j'ai eu la chance, je l'ai trouvé en Benjamin, c'est-à-dire que dès qu'on fait, même pas forcément quand je travaille pour lui, mais aussi quand je travaille pour d'autres illustrateurs, malgré tout, je lui fais lire et je lui demande quand même son avis avant. Et je sais que son avis est souvent juste. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas bien, je les recommence. Et ça me permet après de le présenter aux illustrateurs ou aux éditeurs un peu plus rassurés. Pour se lancer dans le dessin et dans l'illustration, bien sûr que c'est important d'avoir des gens bienveillants autour de soi qui permettent de progresser. Je pense qu'il faut faire preuve de ce que Sébastien a naturellement, c'est-à-dire de l'adaptabilité et être capable de retravailler. C'est-à-dire qu'on s'adresse à des gens, donc il faut que ce qu'on va produire, les gens le comprennent. Il ne faut pas qu'il n'y ait que soi, parce que parfois il arrive, quand on crée quelque chose, qu'on ne supporte aucune critique, on est là, non, mais ils n'ont rien compris. S'il y a une critique qui arrive de quelqu'un de bienveillant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas hésiter en fait à retravailler ces choses-là. Il faut faire preuve d'humilité parce qu'on ne peut pas être génial comme ça du premier coup. Et vraiment, le conseil numéro 1, c'est le travail. C'est-à-dire il faut travailler beaucoup. Voilà.